Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 15e épisode de la série. Le programme d'aujourd'hui va être assez diversifié, ça va un petit peu changer de d'habitude, parce qu'aujourd'hui on a 3 gros sujets au programme, ce sont les bug fixes, on va corriger quelques bugs, on va ajouter de petites améliorations diverses, et on va finir par parler des stacks maximales des items. Donc une petite suite par rapport à l'épisode précédent. Je vous rappelle que si cette série et plus généralement toutes les vidéos de la chaîne sont possibles, c'est grâce au tipeur dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement pour le travail que je fournis sur YouTube, eh bien vous pouvez le faire via Tipeee et Utip. Les liens de ces plateformes sont en description. C'est grâce aux dons que cette chaîne existe encore aujourd'hui, donc merci d'avance d'y faire un tour si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir. Et on est parti pour cet épisode 15. On va commencer par les bug fixes, on va commencer par corriger quelques problèmes, et je vais tout d'abord vous les présenter. Commençons par le premier, au niveau des items, on a la possibilité lorsqu'on vise un item d'appuyer sur la touche E pour le récupérer, mais si on appuie très rapidement sur E, on peut voir que l'animation du personnage pour ramasser l'item va se jouer en boucle. Autant de fois qu'on appuie sur E, elle va à chaque fois recommencer. Et cela peut poser un problème et générer, comme vous le voyez ici, des erreurs dans la console dans certains cas. Ici, on essaye d'accéder à un item et de l'ajouter à l'inventaire alors qu'il a été détruit. On a le même problème au niveau des harvestables. Donc par exemple cette pierre, si je commence à appuyer sur E et que j'appuie plein de fois sur E, donc j'appuie en boucle, vous voyez que le personnage il va recommencer son animation à chaque fois. On va commencer par corriger celui-là. Pour corriger ce problème, la logique ne va pas être extrêmement compliquée. Il va falloir en fait simplement qu'on garde une trace de ce que le personnage est en train de faire, ou plus généralement de est-ce que le personnage est en train de faire quelque chose. Si c'est le cas, on va faire en sorte que toutes les autres actions ne soient pas possibles. Et si le personnage ne fait rien, alors on va autoriser d'effectuer l'action qui a été demandée par le joueur. Pour faire ça, on va se rendre sur Player et sur le script Interact Behavior. C'est lui qui est responsable du système pour ramasser les items, et c'est également lui qui nous permet d'interagir avec les harvestables. On va ajouter tout en haut une variable qu'on va mettre en privé. Ça va être une variable purement interne à cette classe, et on va l'appeler isBusy, donc est occupé. On peut éventuellement par défaut préciser qu'elle est à false, et on va simplement faire dans doPickUp, on va vérifier si le personnage est occupé. Si c'est le cas, on va simplement faire un return. On va pas lire la suite du code, on considère que le personnage il est déjà en train d'effectuer une action, et il ne va donc pas en effectuer une autre en même temps. Dans le cas contraire, si isBusy est à false, donc le personnage n'est en train de rien faire, on va effectuer toutes ces actions, mais il faut également qu'on précise juste après que isBusy est à true, pour dire que le personnage est maintenant en train d'effectuer une action. Ce qu'on vient d'ajouter ici, on peut le copier, et on peut le coller dans doHarvest tout au début parce qu'on va faire la même chose. Qu'on essaye de ramasser un item ou d'interagir avec un arbre ou un rocher, c'est pareil, si on est en train de faire une action, on considère que cette nouvelle action demandée n'est pas possible. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de repasser isBusy à false lorsque le personnage a terminé son action. Et il y a une méthode qui est appelée quand on termine une action, c'est re-enable player movement, dans laquelle on va notamment ranger l'outil qu'on a utilisé, réactiver la possibilité de se déplacer, et ici on va dire que le personnage est plus occupé. On peut aller tester ça en revenant sur Unity. Vous pouvez essayer de ramasser un item plusieurs fois, vous pouvez spammer la touche E, et cette fois-ci on ne devrait pas pouvoir relancer l'animation plusieurs fois. On ne peut ramasser un item que lorsque l'item précédent est ramassé. Pareil pour Harvestable, donc si j'appuie sur E maintenant et que je rappuie plusieurs fois, l'animation ne se relance pas. On a le système qui fonctionne comme prévu. Voilà pour ce premier bug. Il y en a un deuxième qu'on va traiter, et il est en rapport avec l'arbre qu'on a juste derrière. Juste pour vous montrer ça un petit peu plus proprement, je vais faire en sorte que mon arbre il disparaisse au bout de pas mal de temps. Comme ça me laissera le temps de vous montrer. On a en fait un bug qui nous permet de récolter un arbre qui est déjà récolté. Je vous montre, je vais couper cet arbre. Il va tomber sur le côté, mais si je vise cet arbre, l'un de ses colliders, l'une de ses boîtes de collision, vous voyez que j'ai toujours le message qui me permet d'interagir. Et si j'appuie, je vais effectivement pouvoir interagir avec l'arbre.
Et ça, je vais pouvoir le faire plusieurs fois, jusqu'à ce que l'arbre disparaisse. Et on retrouvera dans la console une erreur pour chaque tentative que j'ai effectuée pour couper cet arbre. Il faut donc qu'on fasse en sorte qu'une fois qu'un arbre a été coupé, on ne peut plus interagir avec, on ne peut pas le recouper une seconde fois. Alors il y a plusieurs moyens de faire ça, je vais vous en proposer un, mais vous pouvez tout à fait partir sur une autre option. Dans notre script Interact Behavior, on appelle Break Harvest Table une fois qu'on veut faire tomber l'arbre ou détruire le rocher. Et à l'intérieur, toute première ligne, on pourrait simplement dire Current Harvest Table, .GameObject pour accéder à l'objet en lui-même. Et ici, on a accès au layer de l'objet. Par défaut, le layer de notre arbre, c'est Harvest Table. Et tous les éléments qui ont ce layer, on peut interagir avec. Donc on peut, dans le cas d'un arbre, le couper et on va également afficher le message qu'on a en bas de l'écran. En modifiant ce layer, en mettant par exemple celui par défaut, on peut faire égal layermask.nameToLayer default avec un D majuscule. On peut de cette manière désactiver la possibilité d'interagir avec cet élément. Et en soi, on ne veut plus interagir avec, donc on peut se permettre de faire ça. Ça va nous permettre, lorsqu'on coupe un arbre, de ne plus pouvoir interagir avec, comme vous le voyez, mais aussi de ne pas afficher le message en bas de l'écran, qui nous dit qu'on peut interagir avec cet élément. Donc ça va faire d'une pierre deux coups, plus la possibilité de couper l'arbre plusieurs fois, et pas de message qui va induire notre joueur en erreur. Je vais juste ajouter un commentaire pour expliquer à quoi sert cette ligne. Et voilà pour ce deuxième bug. Ce sont les deux bugs que je voulais corriger avec vous aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres, mais on s'en occupera un petit peu plus tard. On va maintenant ajouter des petites améliorations qui vont rendre notre jeu un petit peu mieux. Et on va commencer par rester dans ce script et on va parler un petit peu de la manière dont nos arbres tombent actuellement après qu'ils aient été coupés. Dans les commentaires d'une vidéo précédente, quelqu'un a fait une suggestion que j'ai trouvée très sympa et qui va renforcer un petit peu l'immersion de notre jeu. Vous voyez que l'arbre qui est actuellement en face de moi, lorsqu'il est coupé, on lui applique une force pour pouvoir le pousser, pour le faire tomber. Et actuellement, il tombe sur la droite par rapport à mon joueur. Si je relance le jeu, je fais exactement la même chose, mais je vais me mettre de l'autre côté. Ici, l'arbre va tomber sur la gauche. Donc il tombe toujours dans la même direction. Peu importe le placement de mon joueur, qu'il soit devant, derrière, l'arbre tombe toujours dans la même direction. La raison à ça, c'est que dans le script Interact Behavior, j'ai fait chez moi un add force. Pour rendre ça plus immersif, on peut remplacer le nouveau vecteur 3 que j'ai fait ici par simplement transform.forward et on va multiplier cette valeur par la force d'impulsion. Chez moi j'avais 750, je vais mettre un tout petit peu plus, je vais mettre 800. Ce script il est sur le joueur et dans ce contexte, transform.forward ça représente le devant du joueur. Et ce que va faire du coup cette petite modification, c'est qu'elle va faire en sorte que l'arbre tombe toujours en face du joueur. Donc si je me mets comme avant, ici face à mon arbre, avant il tombait sur la droite, cette fois-ci il va tomber vers l'arrière. Donc c'est comme si le joueur poussait l'arbre pour le faire tomber. Et du coup si on fait la même chose, en mettant toujours le joueur cette fois-ci de l'autre côté, eh bien on va avoir le même cas, l'arbre va être, comme qui dirait, poussé par le joueur, et il va donc tomber cette fois-ci de ce côté. Ça permet d'éviter que tous les arbres tombent toujours par défaut dans la même direction, et ça renforce un petit peu plus l'immersion du joueur dans l'espace. Selon son placement autour de l'arbre, eh bien, il va faire tomber l'arbre dans une direction différente, toujours en face de lui. On va maintenant traiter une autre amélioration, une amélioration qui a été énormément demandée, elle a beaucoup fait parler dans les commentaires depuis le début de la série, ça m'étonne un petit peu d'ailleurs, c'est le fait que la caméra ne soit pas figée lorsqu'on ouvre l'inventaire. Certains aimeraient que la caméra ne bouge pas lorsqu'on se déplace dans l'inventaire. Ce que je peux comprendre, c'est vrai que si on a des éléments ici et qu'on est en train de manipuler notre inventaire, ça peut être un petit peu stressant d'avoir cette caméra autour du joueur qui continue de tourner derrière. Comme je vous l'ai dit, je peux comprendre et je vais vous montrer un moyen simple de faire en sorte de bloquer le mouvement de caméra lorsqu'on a un panneau ouvert, que ce soit celui de l'inventaire ou le panneau de craft. On va se rendre sur le script Game Manager et on va y ajouter un nouveau script qu'on peut appeler, comme vous le voyez ici, UI Manager. Ce script va être responsable de la partie UI d'une manière générale. On peut ouvrir ce script
Comme vous le savez, le panneau d'inventaire et le panneau de craft, ils fonctionnent indépendamment. On peut décider d'ouvrir juste l'inventaire, ou juste le panneau de craft, ou les deux en même temps. Donc il faut qu'on ait un moyen de savoir si au moins l'un des panneaux est ouvert. Et on va dire que si au moins l'un des panneaux est ouvert, alors on va bloquer le mouvement de caméra. On va donc ajouter une variable privée qui sera une array de GameObject qu'on peut appeler UI Panels. On va également ajouter une deuxième variable qui sera de type Third Person Orbit Cam Basic, c'est le nom en fait du script de gestion de caméra de notre joueur, un script qu'on n'a pas écrit, qu'on a importé tout au début de la série, et qu'on peut appeler Player Camera Script. On peut sauvegarder et on va aller remplir ces deux éléments. Je vous conseille de bien sélectionner Game Manager pour que vous ayez le script sur la droite ici, le UI Manager. Et tout en haut, vous allez activer le petit cadenas que vous avez ici, ce qui va locker l'inspector. Ce qui fait que peu importe où je clique, vous voyez que mon inspector est bloqué, il affichera toujours le même objet. Ça sera plus pratique pour glisser-déposer des éléments. Dans Canvas, on a donc un certain nombre de panels, comme je vous le disais, notamment l'inventaire et le panneau de craft. En soi, on peut même intégrer le Item Action Panel et le Tooltip pour faire en sorte que si l'un de ces objets est activé, peu importe lequel, alors on va bloquer le mouvement de caméra. On va considérer que le joueur il est dans son inventaire, il est en train de bidouiller, de consulter ses items, donc on n'a pas besoin de bouger la caméra dans tous les sens derrière. Donc on peut sélectionner tous ces éléments et faire un glisser-déposer vers UI Panels. Il faut également qu'on précise le script de caméra du joueur. Ici, on peut donc glisser Main Camera sur laquelle on a un script de ce type. La manière dont on va traiter le blocage de la caméra, je vais vous le montrer, on va appuyer sur Play. Vous pouvez aller en haut de l'inspecteur et désactiver le petit cadenas pour pouvoir déloquer l'inspecteur. Pour pouvoir désactiver le mouvement de caméra, comme je le disais, on peut faire ça de plusieurs manières. On pourrait accéder à Main Camera ici et simplement désactiver le script Third Person Orbit Cam Basic, ce qui fait que la caméra ici, elle ne bougerait absolument plus. Le problème en faisant ça, c'est que les mouvements du joueur, ils sont pas bloqués. Salut! Selon moi, la meilleure manière de traiter ce problème, du coup, ça va être de se baser sur la vitesse de déplacement de la caméra. On a deux variables ici, Horizontal Aiming Speed et Vertical Aiming Speed. Moi, j'ai toujours les valeurs par défaut, vous les avez peut-être un petit peu modifiées, mais elles sont à 6. Et si je les passe à 0, eh bien, je peux toujours déplacer mon personnage, la caméra va toujours suivre, mais comme vous le voyez, le mouvement de caméra est désactivé. Même chose si je vise avec le personnage, vous voyez que la caméra, si je déplace la souris, elle ne se déplace plus avec. Et donc nous, c'est un petit peu ce qu'on veut, mais uniquement au moment où le panel d'inventaire ou le panel de craft sont ouverts. Donc allons-y, on va faire ça via le script. On va passer Aiming Speed pour horizontal et vertical à 0, et lorsqu'on aura tous les panneaux fermés, on va remettre la valeur qu'on avait au démarrage par défaut. Dans le script, on va importer Link, dont on a déjà beaucoup parlé, et qui va nous permettre de facilement savoir si l'un des panneaux qu'on a renseigné dans cet array est ouvert. S'il est ouvert, s'il est affiché, eh bien on est censé bloquer la caméra. On va pouvoir faire ça en une seule ligne dans la fonction update. On peut dire que si UIPanels.any, donc si l'un des éléments qu'on va appeler panel, on met une flèche panel égale panel.ActiveSelf, donc si l'un des éléments est activé, alors on va dire que playerCameraScript.horizontal aiming speed, qui est une variable publique, va être mis à 0. Et on va faire exactement pareil en dessous, mais pour vertical aiming speed. En revanche, dans le else ici, il faut qu'on précise que si tous les panneaux sont fermés, alors on va récupérer la vitesse horizontale et verticale qu'on avait par défaut. Plutôt que de l'indiquer ici en dur, parce qu'on pourrait potentiellement modifier la vitesse de déplacement de la caméra par la suite depuis l'inspecteur, eh bien on va créer deux variables qui vont automatiquement au démarrage du jeu prendre les valeurs de base et les stocker pour nous, ce qui nous permettra de les réutiliser. Donc ici on peut mettre default horizontal aiming speed. On peut copier-coller ça, en dessous on va mettre vertical aiming speed. Et dans la void start, on va remplir ces variables
default horizontal aiming speed va être égal à player camera script.horizontal aiming speed, et en dessous default vertical aiming speed égale player camera script.vertical aiming speed. Et maintenant qu'on a dans ces deux variables les valeurs de base, il suffit de les réutiliser ici dans le else. Donc player camera script.horizontal aiming speed égale default horizontal aiming speed, et en dessous on fait pareil pour vertical égale default vertical aiming speed. Et on va pouvoir tester ça. Je sauvegarde mon script. On devrait par défaut avoir la caméra du joueur qui fonctionne, et si j'ouvre un panneau d'inventaire, la caméra se fige. On voit que je peux toujours déplacer le personnage, mais la caméra, elle, ne bouge pas. Si je ferme l'inventaire, la caméra, on peut de nouveau la déplacer. Et ça fonctionne exactement pareil pour le panneau de craft. Ça fonctionne également si on a les deux panneaux ouverts. Voilà tout. Si vous faites partie des personnes qui étaient un petit peu stressées par la caméra qui bouge lorsqu'on a l'un des panneaux ouverts, eh bien vous allez être content d'apprendre que ce problème n'est plus d'actualité aujourd'hui. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, comme je vous le disais, moi je trouve ça très pratique de pouvoir déplacer la caméra en même temps qu'on ait le panneau d'inventaire ouvert. Du coup, je vais simplement sur le Game Manager désactiver le script qu'on vient d'ajouter. Mais ça c'est purement une préférence personnelle, moi je le désactive parce que je trouve ça plus pratique pour le prototyping, ça permet d'aller un petit peu plus vite, mais si vous préférez chez vous bloquer la caméra, n'hésitez pas à laisser ce script activé, ça ne fera aucune différence dans le projet final par rapport au mien. Je vous propose maintenant de terminer cette vidéo en ajoutant la possibilité de définir un stack maximal pour nos items. Donc c'est une petite suite à l'épisode précédent. Petit rappel pour vous remettre dans le contexte, maintenant lorsqu'on ramasse le même item plusieurs fois, il ne va occuper qu'un seul slot. Et on va afficher un nombre dans ce slot qui correspond au nombre d'exemplaires qu'on a de cet objet. On va donc pouvoir porter plus d'items différents et en plus grande quantité. Mais le problème avec ce système, bien qu'il fonctionne très bien, c'est qu'il est un petit peu trop permissif pour le joueur. Par exemple, je ramasse cette pierre, l'air de rien, mais dans mon inventaire, j'en ai au total 1337. Ça fait quand même beaucoup. Et ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est d'ajouter un nombre maximal pour les stacks, et ça pour chacun de nos items. On va par exemple pouvoir définir qu'on peut porter 99 pierres, et si on essaye d'en ramasser une centième, eh bien, au lieu d'être ajouté au slot dans lequel il y a actuellement toutes les pierres, eh bien on va l'envoyer dans un deuxième slot. Et on aura la possibilité dans ce deuxième slot de stocker également 99 pierres, puis si on en récupère encore une, ça sera pour le troisième slot, etc., etc. Pour mettre ça en place, vous pouvez ouvrir votre script item data dans lequel on avait ajouté la possibilité ou non pour chaque item de les stacker. On va ajouter un nouveau paramètre de type int qu'on va appeler max stack. On peut sauvegarder, on va aller dans nos instances d'items et chez moi, il n'y a que stone et woodlog qui sont des éléments stackables. Je vais dire par exemple que je peux porter dans un seul slot un maximum de 3 pierres et de 4 bois. Alors en soi c'est pas beaucoup, mais c'est surtout que ça va me permettre de vous montrer tout ça et de mettre en place le système un petit peu plus rapidement que si on mettait 99. Il y a deux méthodes principales qu'il va falloir qu'on adapte pour accepter ce nouveau paramètre max stack. C'est la possibilité d'ajouter un item à l'inventaire et la possibilité de crafter un item. On va se rendre justement dans le script inventory et on va commencer par traiter la méthode addItem. Accrochez-vous bien, ça va être un petit peu technique. Avec le système de stack qu'on a mis en place à l'épisode précédent, on commençait par vérifier lorsqu'on ajoutait un item si on avait déjà un exemplaire de cet item dans notre inventaire. Si c'était le cas, que cet item était stackable, eh bien on allait simplement incrémenter le nombre d'éléments qu'on a pour cet item. Si jamais l'élément n'était pas stackable ou qu'on ne l'avait pas encore dans l'inventaire, on allait simplement remplir un nouveau slot avec cet item. Mais maintenant que la taille de nos slots sont limitées, eh bien il va falloir qu'on adapte un petit peu tout ça. Déjà ici, on partait du principe que item in inventory ne pouvait avoir que deux valeurs. Soit on a un élément dans l'inventaire, soit on n'en a pas. Étant donné que les items stackables étaient tous ajoutés dans un seul et unique slot, eh bien ça fonctionnait. Mais maintenant avec le max stack, eh bien on pourrait avoir plusieurs slots de pierres.
Et du coup, ici, on ne veut pas récupérer le premier avec first or default, on va vouloir récupérer tous les slots de pierre, pour pouvoir ensuite vérifier si dans l'un des slots il y a de la place, et qu'on peut ajouter cet item, ou alors, après avoir bouclé sur tous les slots, on se rend compte que tous les stacks sont au max, donc il va falloir ajouter la nouvelle pierre dans un nouveau slot. Donc ici, on ne veut plus récupérer un seul item in inventory, on veut en récupérer potentiellement plusieurs, une array. Ici, la logique de base ne change pas, on va juste pas récupérer le premier ou nul, on va faire une transformation de ce qu'on a récupéré en array. On va ensuite aller vérifier si item in inventory n'est pas vide. Donc si on a au moins un slot dans l'inventaire avec le même type d'élément que celui qu'on essaye d'ajouter, le même item. Et que l'item qu'on essaie d'ajouter est stackable, parce que sinon ça ne nous intéresse pas, alors on va effectuer une suite d'actions. Mais on peut traiter immédiatement le else, et en fait on peut simplement effacer le if qu'on a ici, on peut garder le else avec le content.add, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Si on se rend compte dans la condition qu'on n'a pas l'item qu'on essaie d'ajouter déjà dans l'inventaire, ou alors que l'item il n'est pas stackable, bah le principe ne change pas, on va l'ajouter dans un nouveau slot. Il va falloir maintenant qu'on boucle sur tous les éléments item in inventory, et qu'on vérifie pour chacun des slots s'il y a de la place pour ajouter ce nouvel item. Si on trouve une place, on l'ajoutera, et sinon, on fera la même chose qu'ici, on l'ajoutera dans un nouveau slot. Donc on peut faire une boucle for, on va boucler sur item in inventory.length, on va vérifier si pour l'élément sur lequel on est en train de boucler, le nombre de fois qu'on a cet élément est inférieur au stack maximal de l'item, ce qui veut dire qu'on est sur un slot dans lequel on a le même item et qu'il y a de la place. On peut donc faire item in inventory i.count++. Étant donné qu'on a trouvé un slot avec le même item et avec de la place, et qu'on y a ajouté ce nouvel item, eh bien on peut arrêter de boucler sur tous nos slots avec un break. Mais si on arrive ici, donc qu'on a bouclé sur tous les slots avec le même item mais qu'il n'y a pas de place, eh bien il faut qu'on fasse la même chose que dans le else ici. Pour pouvoir faire ça proprement, on va ajouter une booléenne pour garder une trace de l'item qu'on essaye d'ajouter. Donc item added, par défaut on va dire que c'est faux. Si on arrive dans ce if item added passe à true parce qu'on l'a ajouté à l'inventaire, et il faut donc qu'on fasse la vérification après le for ici et qu'on dise que point d'exclamation item added, donc si l'item n'a pas été ajouté après qu'on ait essayé de l'ajouter dans les slots avec le même type d'item, alors on va faire la même chose qu'ici, content.add, et on va ajouter l'élément dans un nouveau slot. Vérifiez bien qu'il y a toujours le refresh content tout en bas de la méthode, ça ne change pas, c'est toujours important, il faut bien qu'il soit là. Et normalement on a traité tous les cas différents. Je vais profiter de cet épisode pour modifier un petit peu remove item qui est juste en dessous. J'avais ajouté à la fin de l'épisode précédent la possibilité de supprimer plusieurs items d'un coup. Si on laisse cette possibilité, ça va un petit peu compliquer notre système de fonctionnement des stacks. Donc on va le retirer. Ici dans les paramètres, le int count égale 1, on va l'enlever. Ici on fait un point count moins égale count. Ici on va faire un moins moins ou un moins égale 1. On va faire en sorte que lorsqu'on enlève un item, on peut que les enlever un par un. Et ici, au lieu de vérifier le count, on va juste vérifier que item in inventory est différent de nul et que item in inventory.count est bien supérieur à 1. C'est juste un petit changement de logique pour pouvoir simplifier le code et simplifier l'ajout du stack maximal. On peut sauvegarder ça et revenir sur Unity. On va se retrouver avec une erreur dans la console, dans le script recip, qu'on va pouvoir ouvrir. Ça tombe bien vu qu'on va devoir le modifier. Et l'erreur, elle vient notamment de craft item ici. Parce qu'on appelle remove item et on précise en deuxième paramètre de cette méthode le nombre de fois qu'on veut supprimer un élément. Sauf que comme je vous le disais, on a retiré cette possibilité pour simplifier la mise en place de ce système. Donc plutôt que d'appeler remove item une seule fois pour chaque item requis et de préciser combien on veut en enlever, on va appeler cette méthode autant de fois qu'on veut supprimer d'items. Donc pour faire ça, on peut prendre le paramètre qu'on avait mis ici en deuxième, current recip required item i.count. Je vais le prendre et je vais créer une
deuxième boucle for à l'intérieur de la première. Le paramètre, on peut l'appeler Y, et on va coller ici à la place de length ce qu'on vient d'enlever. Donc current recip required item i.count, et à l'intérieur, on va mettre cette ligne qu'on a ici avec le remove item. J'aurais dû faire ça directement à l'épisode précédent, c'est tout bête, mais j'y ai pas pensé. Ça nous aurait évité de modifier remove item. On peut sauvegarder, on va aller sur Unity et on va aller tester notre système. Chez moi, j'ai fait en sorte que les pierres puissent être stackées par 3, je crois. Donc je vais faire des CTRL-D sur ma pierre pour en avoir un certain nombre. Je vais faire pareil pour le bois, donc je vais prendre une bûche et je vais faire CTRL-D pour dupliquer cet élément plusieurs fois. Chez moi, le nombre maximal d'un stack de pierres, c'est 3, ce qui fait que, une fois que j'en ai ramassé 3, en théorie, si j'en ramasse une 4e, elle devrait s'ajouter, comme vous pouvez le voir, dans un slot à part. Et si je continue, on voit que c'est le deuxième slot qui se remplit, 2, puis 3. Et si je prends encore une pierre, elle passe dans un nouveau slot encore une fois. Donc le nombre maximal d'un stack est bien respecté. Il va nous rester juste une petite correction à faire. Je vais faire en sorte d'avoir 2 stacks avec une seule pierre. Et je vais aller ramasser une bûche de bois. Si j'ouvre mon menu de craft, pour fabriquer mon casque, j'ai toujours la même recette, il me faut 2 pierres et un bois. Le problème, c'est que dans mon inventaire, a priori, j'ai ce qu'il faut. J'ai 2 pierres et un bois. Mais vous l'avez deviné, le fait que les pierres soient dans 2 stacks différents, eh bien ce n'est pas géré par le système d'inventaire. Ce qui fait que si je dépose une pierre et que je la ramasse de nouveau, elle est ajoutée au bon stack et cette fois-ci, la recette est débloquée. Donc on va traiter ce petit problème, on va faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir tous les items dans le même stack pour pouvoir crafter. Ça va être pas très compliqué, on peut revenir dans notre script recip et on peut aller au niveau de notre méthode configure. Alors déjà, à l'épisode précédent, on avait notre fameuse variable item in inventory copy, mais en réalité, on ne fait plus une copie d'inventaire. J'ai juste oublié de renommer la variable. Donc on peut déjà enlever le copy qu'il y a là derrière. Et pareil, juste en dessous. Et actuellement, c'est cette requête link qu'on a ici, et qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait de base dans la méthode addItem, qui va vérifier qu'on a tous les éléments. Et là, on part du principe, encore une fois, first or default, qu'on ne peut avoir qu'un seul slot avec tous les mêmes items. Sauf que chez nous, on l'a vu maintenant, on peut avoir plusieurs slots du même item. Donc on va modifier ça de la même manière qu'on l'a fait pour addItem. Au lieu de faire un first or default, on va faire un toArray. On va considérer que item in inventory, c'est une array. On peut récupérer plusieurs éléments. Juste en dessous, on va créer une variable temporaire de type int et qu'on peut appeler total required item quantity in inventory. Et par défaut, on peut mettre ça à 0. Le nom de la variable est un petit peu long, mais je pense qu'il est assez transparent. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur tous les éléments qu'on a récupérés avec cette requête link, donc en fait sur tous les slots qui ont l'item qui est requis, et on va additionner leur quantité. On peut donc faire une boucle for. On va passer ici sur item in inventory.length. On ne peut pas utiliser i ici parce qu'on est déjà dans une boucle, donc je vais mettre y. Donc int y égale 0, y inférieur y++. Et ici, on peut juste faire un total required item quantity in inventory plus égale item in inventory y.count. Ce qui fait que après cette boucle, dans total required item quantity in inventory, on a la quantité totale de l'élément qui est requis pour le craft, et on n'a plus qu'à l'utiliser juste en dessous. On peut enlever la première condition item in inventory différent de nul, ça ne nous intéresse plus, et dans la deuxième condition, au lieu de item in inventory.count, on veut vérifier que le nombre total d'éléments qu'on a dans notre inventaire est effectivement supérieur ou égal au nombre nécessaire pour cette recette. On peut sauvegarder et aller tester dans Unity directement, ça devrait fonctionner. Nous y voilà, donc 2 pierres dans des slots séparés et un morceau de bois, et cette fois-ci dans le panneau de craft on m'indique que je peux effectivement crafter. J'appuie sur le bouton
les éléments sont retirés, donc les 2 slots, et j'ai mon casque ajouté à l'inventaire. Donc ça fonctionne, et ça fonctionne également de la même manière qu'avant, dans le sens où si on a 2 pierres dans l'inventaire dans le même slot, eh bien le panneau de craft, lui, le détecte toujours. Il nous indique toujours que c'est OK, on a suffisamment de pierres. Je vais juste traiter également une dernière petite chose que j'ai remarqué tout à l'heure en faisant un test. Si jamais j'ai un item dans mon inventaire et que j'ouvre le panel d'action, donc en cliquant sur un item, eh bien ce panel d'action, normalement, je ne peux plus le fermer. Alors vous avez peut-être déjà corrigé le problème chez vous, ça fait un petit moment que ça ne fonctionne plus a priori, mais je n'ai que très peu utilisé cette petite croix rouge, donc on va régler ça rapidement. Dans Canvas, Item Action Panel, on a Close Button, avec un component button dans lequel on a une action qui est indiquée comme missing. Et pour pouvoir gérer facilement l'affichage et le désaffichage de l'item action panel, on peut simplement glisser le parent qu'on a ici, item action panel, ici, et on peut simplement faire un game object set active. Et on laisse la case décochée. Ce qui nous permettra simplement de désactiver l'objet lorsqu'on appuie sur la croix rouge. Et du coup, ça a l'air de bien fonctionner. Et voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous avais prévenu, on a traité plein de sujets différents, plein de petits bugs fixes, d'améliorations, une petite feature d'ajouter sur les stacks. En tout cas, j'espère que tout ce qu'on a vu, corrigé, ajouté aujourd'hui vous plaît. Donc faites-moi savoir ça en commentaire, et puis moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier, sans qui cette série n'aurait pas été possible. Leurs noms sont affichés sur la droite de l'écran. Si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement vous aussi, eh bien vous pouvez rejoindre ces tipeurs via les plateformes Tipeee ou Utip. Vous avez toutes les infos en description sur les liens en question. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série. Merci à tous, salut.